Une page d'histoire ce matin. C'était il y a 38 ans, le 5 février 1983. Klaus Barbie, ancien responsable de la Gestapo lyonnaise, était incarcéré à Lyon dans la prison de Montluc après avoir été arrêté le 25 janvier de la même année, puis transféré vers la Guyane française. Le procès de Klaus Barbie s'ouvrira 4 ans plus tard en 1988. Et ce matin, nous avons donc souhaité revenir sur cet événement majeur de l'histoire du XXe siècle et sur ce qui a précédé aussi cette arrestation qui aboutira au premier procès pour crime contre l'humanité en France. On en parle ce matin avec vous, Laurence Canet. Après la libération de la France, Klaus Barbie, blessé, a gagné la ville de Baden-Baden en Allemagne. Il termine la guerre à Wuppertal en Rhénanie du Nord. En 1945, Klaus Barbie participe à un réseau de résistance nazie en Allemagne. Il est arrêté plusieurs fois, mais cache sa véritable identité. Il est ensuite recruté par un réseau de renseignement anticommuniste financé par les services secrets de l'armée américaine. En 1941, Barbie, accusé de vol par la police allemande, est exfiltré vers l'Argentine avec le concours toujours des services secrets américains, la CIA. Puis il s'installe en Bolivie, pays qui le protégera en utilisant ses sinistres compétences pour traquer les opposants jusqu'à la fin de la dictature. Et là-bas, il travaille pendant plusieurs décennies pour les services secrets du pays. Ces méthodes d'interrogatoire sont utilisées par la dictature contre les opposants. Oui, et en Bolivie, Barbie bénéficie de protection au plus haut niveau de l'État, empêchant ainsi son extradition vers la France. L'ancien dignitaire nazi est pourtant repéré par les services secrets américains, allemands et français, mais aussi et surtout par le couple Klarsfeld. Beat et Serge Klarsfeld qui traquent le criminel nazi, où il attire l'attention du monde entier sur l'impunité dont jouit le boucher de Lyon, c'est ainsi qu'on appelle Barbie, dans le pays. Et Serge et Beat Klarsfeld envisagent même un moment de l'enlever, comme les services secrets israéliens l'avaient fait, on s'en souvient, avec Adolf Eichmann en mai 1960. Oui, et c'est finalement au terme d'une traque de presque 10 années et aidé par 2 mères d'enfants d'Isieux, Fortuné Benguigui et Ita Rosa Allenbrenner, que les époux Klarsfeld ramènent Klaus Barbie en France, à Lyon. Nous sommes en février 1983. Il faut souligner que sans la ténacité de Serge et Beat Klarsfeld, Klaus Barbie aurait continué à couler des jours paisibles en Bolivie sous le nom de Klaus Altmann. Je vous propose d'écouter Beat Klarsfeld, invitée du 20h sur France 2 en 1983, raconter comment elle a identifié Klaus Barbie. Qu'est-ce que vous avez dans ce dossier jaune qui est devant vous? Ça, c'est un dossier sur Klaus Barbie, disons, qui montre les débuts, comme j'ai commencé à m'occuper de l'affaire Klaus Barbie, parce qu'en 71, le procureur de Munich avait fermé le dossier contre Barbie en disant qu'il n'y avait pas des évidences pour prouver qu'il devait connaître le sort des enfants envoyés à Auschwitz en 1944. Et puis, un Allemand, au moment où, justement, une photo de Barbie était publiée dans la presse allemande, un Allemand vivant à Limar, m'a contacté en disant je reconnais dans la photo de Barbie de 42 un homme d'affaires qui vit entre Lima et La Paz sous le nom d'Altmann. Et puis j'ai réuni en Allemagne tous les documents nécessaires pour identifier Altmann Barbie. Eh bien je suis partie à Lima d'abord, il a pris la fuite, est allé à La Paz, étant bolivienne. Je l'ai suivi là-bas et j'ai convaincu, je crois, l'opinion publique et le gouvernement. Vous l'entendiez, génialissime Beat Klarsfeld. Mais revenons un petit peu quand même avant dans le passé. Le 3 février 1972, Klaus Barbie est de son côté interviewé par le journaliste Ladislas de Hoyos. Et celui qui se présente alors sous l'identité d'emprunt Klaus Altmann se trahira lui-même pendant l'entretien. Oui, alors qu'il prétend ne pas parler la langue de Molière, il répond pourtant sans hésiter au journaliste Ladislas de Hoyos lorsque ce dernier lui demande s'il a vécu à Lyon. Il s'est coupé à ce moment-là, confie Christian Van Rijswijk, le caméraman qui réalise cet enregistrement pour la 2e chaîne de télévision publique. Il faudra attendre la chute du dictateur bolivien Hugo Benzer et la démocratisation du régime bolivien pour que les autorités l'arrêtent et acceptent de le livrer à la justice française. Et après des années de cache-cache où s'entremêlent services secrets américains, passeurs du Vatican, généraux sud-américains et narcotrafiquants, tous ceux donc qui auront favorisé
favoriser son impunité et sa notabilité. Finalement, le citoyen Klaus Altmann est déclaré persona non grata à La Paz. Le 4 février à midi, le gouvernement bolivien expulse soudainement le naturalisé Klaus Altmann, alias Klaus Barbie, vers la Guyane française, où il est arrêté par la police nationale. Une opération légale qui autorise son transfert en France, ou plutôt son retour vers le passé. L'arrestation de Barbie fait la une de tous les journaux télévisés du soir, notamment celui de France 2, présenté alors par Patrick Poivre d'Arvor. Le criminel Klaus Barbie sur le territoire français dans quelques minutes à 20h05 à Satelas, me dit-on. Il a été expulsé la nuit dernière par les Boliviens. Et c'est à l'aube du 5 février 1983 que le boucher de Lyon, inculpé de crimes contre l'humanité, retrouve la ville de ses suppliciés, mais cette fois en tant que détenu de la prison de Montluc. Je ne suis pas Klaus Barbie constitue sa ligne de défense. Il sera interné aussitôt au fort de Montluc à Lyon, à la demande du ministre de la Justice de l'époque, qui n'est autre que Robert Badinter. Une mesure symbolique, puisque c'est là qu'officiait la barbarie nazie, incarnée par un certain Klaus Barbie. Va s'ouvrir alors le premier procès pour crimes contre l'humanité en France. Et oui, le procès de Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo durant la Seconde Guerre mondiale, s'ouvre le 11 mai 1987 à Lyon. Il est jugé par la cour d'assises du Rhône du 11 mai au 4 juillet 1987. Pour la première fois, ce procès d'assises est filmé. 107 témoins, 42 avocats prennent alors la parole en 37 jours d'audience. Et en détention, Klaus Altmann reconnaît vite être le Klaus Barbie. Oui, et reconnaît avoir participé à l'arrestation de résistants, notamment celle de Jean Moulin. Mais il nie être responsable de la déportation de Juifs. Toutefois, des dizaines de témoignages et de documents prouvent bien son application active dans la Shoah. Et la preuve irréfutable de son implication est en fait un télégramme envoyé par Klaus Barbie dans lequel il rend compte de l'arrestation des 44 enfants d'Isieux. Absolument, Ilana. Ce document atteste de son rôle clé dans la déportation de ces enfants de 2 à 14 ans, d'abord à Drancy, puis à Auschwitz. Il indique qu'il savait pertinemment le sort qui les attendait. À l'issue de ce procès, Klaus Barbie est reconnu coupable des 17 crimes contre l'humanité qui avaient été retenus par l'accusation: torture, exécution sommaire, déportation, dont celle le 6 avril 1944 de 44 enfants juifs et de 7 adultes de la maison d'enfants d'Isieux, qui seront tous exterminés à Auschwitz. Merci Laurence pour toutes ces précisions, et notons que Klaus Barbie est finalement condamné le 4 juillet 1987 à la réclusion criminelle à perpétuité. Jusqu'au dernier jour, il n'aura exprimé aucun remords. Il est mort 3 ans plus tard en détention. Voilà donc ce que vous pouvez dire sur Klaus Barbie. Merci beaucoup Laurence Kahn, on en reparlera certainement sur cette antenne.